Si le plan interne, on a localisé les chefs de bande et les chefs de groupes armés, on les a identifiés, mais si vous faites l'obstacle, on va vous arrêter. Et l'affaire est bien partie. Mais les M23 menacent les Nations Unies, on ne fait rien. Et alors, et notre aventurier va menacer et les gens continuent à mourir. Voilà ce que nous disons. Guerre par procuration, ça peut être les multinationales, ça peut être les pays voisins, malheureusement aussi les Congolais. Et ils bombent les torses, ils disent je suis un grand rebelle. Mais vous n'êtes pas rebelle, monsieur. Vous êtes un pantin parce que utilisé par des pays étrangers pour déstabiliser votre propre pays. Ce sont des choses que nous devons bannir. Et les Congolais, malheureusement, pour accéder au pouvoir, ils sont prêts à tout. Y compris les pactes avec le diable, il va le faire, pourvu qu'il ait le pouvoir. Mais vous allez régner sur qui? Je vous dis, le 23 août 2008, oui, le président Kabila et Kagame, à travers les représentants. Oui. Ce qui est curieux du côté du Rwanda, c'est le chef d'état-major général de l'armée et le ministre de la Défense qui avait signé. Qu'est-ce qui est curieux dedans? Curieux, c'est de notre côté. La guerre par procuration. Quand nous disons la guerre par procuration, quand nous voyons les grands Zaïre devenir aujourd'hui les grands Congo, la République démocratique du Congo, peut-être vous ne réalisez pas, mais quand vous regardez ceci là, on prend, vous prenez ça comme ça, dans la quête un peu longue, hein? Et vous allez comme ça, donc ça descend quelque part là-bas, puis ça remonte. Ça c'est la RDC, non? Oui. À peu près, oui. Mais regardez ici là, le Rwanda c'est là, le Burundi c'est là. On vous dit que c'est des pays mis ensemble, entrent dans la République du Congo combien de fois? 64 fois. La Belgique c'est combien? La France c'est combien? Mais comment un pays comme ça, vous vous réveillez un matin, vous êtes en train de pleurer que celui-là a giflé celui-ci? Est-ce que c'est normal? Non. Ici vous avez l'Ouganda. Là vous avez la République des Soudan du Sud, n'est-ce pas? Là vous avez la RCA, n'est-ce pas? Et là vous avez nos voisins d'en face ici, Brazzaville. Et là vous avez quelque part l'Angola, Zambie et la Tanzanie, là puisque la Zambie part d'ici. Mais ces pays avec 9 voisins. Mais notre vocation, justement, c'est d'être une puissance. Mais on nous fait des guerres par procuration à travers les voisins. Les guerres par procuration à travers les multinationales. Pourquoi nous avons cessé d'être un État où les gens peuvent venir conclure des contrats et espérer, dans le cadre de ce qu'on appelle coopération gagnant-gagnant, encore que le mot, ce sont les multinationales qui l'ont inventé. Gagnant-gagnant, mais il faut ouvrir les yeux. Ça peut être toujours déséquilibré. Mais les gens préfèrent là où ils peuvent gagner peut-être à l'échelle, mais pendant longtemps, et être sûr que la situation sera stable. Mais quand ils sont conscients que vous êtes une bande d'aventuriers en train de diriger un pays, ils vous font la guerre, et donc toute cette partie à l'est de la République démocratique du Congo est paralysée. Mais paralysée pendant ce temps, on vous a dit, le professeur Bakali, vous avez dit, Walikale, dans le nord Kivu. À Walikale, nous sommes allés faire ma campagne, on avait atterri à 17h, non? Oui, oui. Quand vous atterrissez à Walikale, le pilote russe vous dit on doit faire un petit tour parce qu'on doit atterrir sur une route asphaltée. Ce n'est pas une piste. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Walikale? Walikale, on était en train de construire la route par les Allemands. Il y a une partie qui devait partir du Kivu et une autre partie de Kisangani. Et les deux routes devaient se rencontrer pour relier Bukavu à Kisangani. Mais quand ils arrivent à Walikale, tiens, ils creusent, les Allemands se regardent, disent, mais comment? Qu'est-ce que nous voyons là? Ça, c'est pas la cassiterite. Et puis, ah, l'or. Mais ils viennent de Kisangani, ils arrivent au niveau de Banalia ou... Oui, je crois. Ils creusent, ils voient, ça c'est de l'or. Eh bien, la route n'est jamais finie. Les Allemands, de part et d'autre, ont exploité pendant 4 ans. Et le président Mobutu se demandait, mais Zéla on aussi la Teponanine. Et on va découvrir qu'ils sont en train d'exploiter. Donc la portion qui est restée ici, c'est ça qu'on appelle piste d'atterrissage. Ah bon? Et je vous dis que cette piste d'atterrissage a plus de vols par jour que l'aéroport international de Lubumbashi. 17 vols internationaux par jour. Donc les avions partent de Walikale, un bled perdu dans le circuit nord où il n'y a ni eau, ni électricité,
ni école viable, ni centre de santé. Mais chaque jour, vous avez 17 vols de Walikale vers Nairobi. Walikale, Entebbe au Kampala. Walikale, vous allez à Kigali. Walikale, Bujumbura. Mais là, ce sont des centres de transit. Mais ces avions Antonov amènent des minéraux. Et ces minéraux sont récupérés tout de suite là, puisqu'il y a des centres de négoce. Et les multinationales savent très bien, puisque quand on a fait la loi Dodd-Frank par le président Obama, l'administration Obama a fait la loi Dodd-Frank qui dit que toute multinationale américaine qui sera désormais citée dans un rapport comme exploitant les minéraux du sang à l'est de la République démocratique du Congo sera radiée et traduite en justice. Nous aurions voulu que les Canadiens fassent la même chose, les Belges, les Britanniques et les Français, les Australiens, tous ceux qui ont des multinationales qui viennent ici, le groupe Andro, il y a tout un tas d'entreprises qui prolifèrent. La guerre par procuration, l'armée américaine, depuis l'aventure de la Somalie, ils ont dit non, non, on ne vient plus en Afrique, formons quelques États en Afrique qui vont commencer à faire la guerre à notre place. Puisque qu'est-ce qui s'est passé en Somalie? Ils viennent débarquer en Somalie, oubliant la géopolitique et la sociologie et l'anthropologie. Ils débarquent, il y a des groupes armés, mais quand ils descendent, on prend 3 Américains qu'on tue de façon brutale, mais tous ils sont terrorisés, ils repartent et la guerre a pris fin. C'est pourquoi nous avons dit au secrétaire général, c'est bien d'amener une brigade d'intervention à l'est de la République démocratique du Congo. Mais quand vous voyez du nord Katanga, de Tanganyika, jusqu'à Dungu en province orientale, donc à la frontière du Soudan, mais c'est un territoire plus grand que l'Europe occidentale. Mais comment pensez-vous que 3000 hommes vont se déployer ici et réussir là où 17 000 hommes, 18 000 hommes de la MONUSCO n'avaient pas réussi? C'est pourquoi il faut prendre des précautions. Parce que dans les temps, on avait eu Artemis dans l'Itourie avec la France. C'était des coupes chirurgicales. Pendant 3 mois, ils ont terminé le travail. Pourquoi? Parce que si le plan interne a créé un minimum de consensus, si le plan interne, on a localisé les chefs de bande et les chefs de groupes armés, on les a identifiés, mais si vous faites l'obstacle, on va vous arrêter. Et l'affaire est bien partie. Mais les M23 menacent les Nations Unies. On ne fait rien. Et alors, une autre aventurier va menacer et les gens continuent à mourir. Voilà ce que nous disons. Guerre par procuration, ça peut être les multinationales, ça peut être les pays voisins, malheureusement aussi les Congolais. Et ils bombent les torses, ils disent je suis un grand rebelle. Mais vous n'êtes pas rebelle, monsieur. Vous êtes un pantin parce que utilisé par des pays étrangers pour déstabiliser votre propre pays. Ce sont des choses que nous devons bannir. Et les Congolais, malheureusement, pour accéder au pouvoir, ils sont prêts à tout. Y compris les pactes avec le diable, il va le faire pourvu qu'il ait le pouvoir. Mais vous allez régner sur qui? Voilà. Il y a un deuxième plan qui est venu, mais qu'on n'a jamais vu, un accord qui a été signé entre le président Kabila et le président Kagame. Pour outrepasser tous les volets. Ce n'est pas sérieux ce que vous dites, monsieur Kamere. Si vous aviez un plan pour pacifier l'Est du Congo ou l'ensemble du pays, et l'Est du Congo, c'est toujours là où il y a l'instabilité dans votre pays, et ce plan approuvé à l'Assemblée nationale, elle n'a pas été appliquée. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu un autre plan entre Kabila et Kagame? Justement signé le 23 août 2008, 8 mois après. On va revenir sur votre plan là. Exact, on va revenir sur mon plan, mais je voudrais vous dire, le 23 août 2008, le président Kabila et Kagame, à travers les représentants. Mais ce qui est curieux du côté du Rwanda, c'est le chef d'état-major général de l'armée et le ministre de la Défense qui avait signé. Qu'est-ce qui est curieux dedans? Curieux, c'est de notre côté. De l'autre côté, c'est le ministre de l'Intérieur qui a signé à la place du ministre de la Défense, ce plan-là. C'est l'inspecteur général de la police qui a signé à la place du chef d'état-major général de l'armée. Donc ça veut dire que de votre côté, vous n'étiez pas sérieux, du côté du Rwanda, il était sérieux. C'est ce que vous voulez dire? Ça, moi, je n'entre pas dans ce qui se passe du côté du Rwanda, mais les personnes attitrées ont engagé l'État dans les domaines de la défense et de la sécurité. Selon vous, pourquoi, de votre côté, il n'y a pas eu ce sérieux qui a mis le Rwanda? Et je crois qu'il y avait d'agenda caché. Je crois, et je suis convaincu de cela. Parce que je ne peux pas comprendre qu'au moment où nous sommes en discussion avec la rébellion de Laurent Nkunda, nous avons approuvé les recommandations et les résolutions après la conférence de Goma, et ne reste plus qu'à les appliquer. On va chercher un raccourci où le peuple congolais apprend à travers la radio et la télévision que les troupes d'un pays qui venait d'agresser le Congo, qui a occupé le Congo pendant plus de 5 ans,
reviennent au Congo pour pacifier le Congo. Donc ça veut dire que votre président, M. Kabila, est toujours sous la coupe de Kagame et du Rwanda alors? C'est vous qui le dites. Non, non, c'est pas moi qui le dis. Moi, j'ai donc, dit si tout vous faites simplement... l'interprétation que vous donnez là, ça veut dire que M. Kabila ne peut pas gérer des choses. Il prend les instructions de Kigali. Nous sommes dans une interview. Oui, c'est une question que je vous pose. Et comme vous êtes démocrate comme moi, oui, je respecte vos déductions. Oui, mais moi, tout simplement, ce que je vous dis... Bon, mais en tant que le futur président du Congo... Ah, merci, que Dieu vous entende. Voilà, merci, oui. Quand vous partez aux élections, comme Gbagbo a dit, on ne va pas aux élections pour perdre. Oui. Vous allez pour gagner. Oui, exact. Alors, si vous gagnez maintenant les élections, qui va se tenir en novembre, oui. alliez-vous revoir les termes de négociation qu'il y a eu entre la République démocratique du Congo et son voisin, le Rwanda? Absolument. Je dirais au président Paul Kagame que nous avons besoin de la paix au Rwanda, la paix au Congo. Je dirais au président Museveni de l'Ouganda que nous avons besoin de la paix en Ouganda et la paix au Congo. Le Congo, c'est un géant. Le Congo, quand il est instable, c'est toute la région qui est instable. Le Rwanda peut avoir l'illusion d'avoir une paix, mais c'est toujours fragile. Oui. Quand tous les anciens rebelles du Rwanda, les anciens militaires d'Abiyarimana se trouvent encore sur le territoire congolais... Et c'est la faute du Rwanda, ça? C'est pas la faute du Rwanda. C'est pourquoi je voudrais lui dire que nous avons intérêt à inscrire la recherche dans la paix à l'est du Congo dans un contexte régional. D'accord. Mais... sous-régional, parce qu'il ne faut pas chercher des solutions aux problèmes internes du Rwanda au Congo. Parce que les génocides de 1994, oui, c'était entre les Hutus et les Tutsis. Oui. C'est toujours la communauté internationale, au nom du droit humanitaire, qui avait demandé aux Zaïre de l'époque de Mobutu d'ouvrir les frontières. Oui. Et nous avons accueilli chez nous des millions de réfugiés rwandais, parmi lesquels, malheureusement, les ex-FARC Interamwe, qui étaient armés. Armes et munitions, chars et tout ce que vous voulez. Par votre gouvernement? Non, ils viennent de chez eux. Mais ce que je voudrais souligner ici... Mais vous les avez soutenus toujours, vous les avez cachés parce que Non, ils sont entrés chez nous. Oui. Je suis en train de parler d'abord... Mais monsieur Vital, je vais revenir là sur vous le êtes en train... C'est très important. Oui, je suis en train de montrer la responsabilité de départ et la défaillance de la machine internationale dès le départ. Puisque au moment où ils sont entrés chez nous, quand ils entraient chez nous, au nom de l'opération turquoise, si on les avait désarmés... Un peu comme en Côte d'Ivoire. Un peu comme en Côte d'Ivoire, je ne connais pas très bien la question de la Côte d'Ivoire, mais maintenant ici je parle de la RDC. D'accord. Je voudrais dire, si à ce moment-là, vous évitez ça. Bon, si à ce moment-là, on avait désarmé les militaires des Abiyarimana, il n'y aurait pas eu de problème après. Si à ce moment-là, donc il y a déjà la responsabilité dès le départ. Mais malgré ça, à l'époque de Mobutu, il y a de mauvaises choses. Il y avait eu tripartite, et c'est Kengo, l'actuel président du Sénat, qui était Premier ministre. Il y a eu des résolutions pour dire ces gens, on les éloigne à 150 km de leurs frontières en attendant d'organiser leur retour et que les HCR les encadrent. C'est la communauté internationale qui a dit qu'il n'y avait pas de moyens. La communauté internationale a organisé le désordre dans votre pays. J'ai dit que la machine onusienne, à ce moment-là, a prouvé sa défaillance. Donc le NU n'est pas une organisation honnête, alors. Donc non, ça crée des problèmes. Non, je vous pose, si vous dites ça que... Ça, c'est une déduction dangereuse. Vous pouvez être honnête et avoir des défaillances. Non, je peux être honnête. Non, je vous pose la question sur l'ONU. Est-ce que vous êtes content de ce que l'ONU fait chez vous? Oui ou non? J'ai dit oui et non à la fois. Oui et non, pourquoi? J'ai dit non, puisque dès le départ, on pouvait arrêter ce drame. J'ai dit oui, parce que je dois reconnaître, sans la présence des Nations Unies, ça allait être pire. Ça allait être pire. Et je suis mieux placé pour le dire, puisque j'étais commissaire général du gouvernement chargé du processus de paix. Avant cela, j'étais chargé des relations avec les Nations Unies. Brilliant. Mais il y a un autre problème, monsieur Vital Kamerhe. Vous passez votre temps à accuser le Rwanda. Eux, ils ont la croissance économique, ils sont stables, mais vous êtes dans le désordre. L'est du Congo, c'est le grand insécurité. On viole les femmes chaque jour. Qu'est-ce qui se passe? Vous étiez là. Exact. On a violé les femmes quand vous étiez. Exact. Qu'est-ce que vous aviez fait? Je ne suis pas d'abord une armée, mais ce que je dois dire, sous ma présidence à l'Assemblée nationale, nous avons voté une loi pour condamner tout est érigé en